Éric Dupond-Moretti arrive, commence à me dire ah ben tu sais j'étais au courant dès le départ, hein, puis commence à sourire, à rire, vous voyez. Et en même temps en me disant tu me feras pas changer le code pénal. En 2023, vous avez été drogué par le sénateur Joël Guerriau. Que s'est-il passé pour vous dans la période qui a suivi ? Bon, bah déjà quand j'étais aux urgences, il y avait quelques collègues qui étaient au courant parce qu'ils m'ont vu vraiment en grand malaise à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu comme en fait, un cordon sanitaire et amical autour de moi. Ils étaient plus préoccupés de ma santé, je pense, à ce moment-là, parce qu'effectivement, moi, j'ai eu vraiment très peur de mourir. Les doses que j'ai eues sont quand même des doses très importantes, hein. Heureusement que je n'étais pas atteinte d'une maladie chronique. Heureusement que je n'avais pas de traitement médical qui pouvait avoir des interférences avec les drogues. Donc, vous voyez, il y a eu d'abord ça. Ensuite, j'ai eu des messages de soutien, des appels. Je crois qu'il y a eu quand même une période de sidération. Et puis après, une période où, après cette sidération, il y a aussi un peu parfois un déni. On ne veut pas voir ça parce que c'est quand même pas très valorisant, hein, de voir des situations comme ça, de voir qu'un sénateur est capable de droguer une députée. Vous voyez, tout ça, c'est loin d'être joli à voir. Donc, il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas trop voulu s'en mêler, je pense. Euh, et puis, des fois, je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires quand j'interagissais. Parfois, on me demandait comment ça allait et je dis bah, là, tu sais, c'est un peu dur. Alors, on pouvait me dire oui, bon, bah quand même, hein. Vous voyez, c'est dur quand même. Mm. Des collègues députés qui pouvaient vous dire des choses comme ça. Ouais, voilà, députés, ministres. En fait, on ne comprend pas ce que c'est ce genre d'épreuve, comment on le vit. On ne comprend pas que... Et on ne connaît pas, en fait, le psychotrauma. Le psychotrauma, moi-même, au départ, je ne savais pas ce que c'était. Toutes les gênes que j'avais, les peurs que j'avais, je pensais que ça allait disparaître très vite. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, je me rappelle même que la psychologue, au départ, elle ne me disait pas combien de temps ça allait durer, mais j'ai compris que même quand on est pris en main tout de suite, il faut au moins 2 ans pour récupérer d'un traumatisme. Et ce qui traumatise en premier lieu, c'est déjà l'intentionnalité. Savoir que quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans, par exemple pour mon cas, a voulu vous faire du mal. Vous voyez, ça c'est déjà très traumatisant, l'intentionnalité. Et après tout ce qui va avec, en fait c'est comme une sorte... ça fait un peu comme un AVC dans le cerveau. En fait, il y a un endroit qui est complètement figé. Et c'est ça le traumatisme. Et il n'y a plus rien qui circule. Et donc ça induit que on a des peurs, on se sent trahi, on n'a plus confiance. Puis il y a aussi les substances, hein, qui agissent au niveau du cerveau. C'est pas rien, hein, d'avoir été comme ça drogué à notre insu. Il y a des conséquences en fait longtemps après. Donc c'est tout ça. Et puis toutes les victimes, il faut qu'elles continuent à vivre. Donc elles tentent de tenir du mieux possible par des adaptations. Elles sont un peu comme des caméléons. Donc il y a aussi toutes des dissociations, c'est-à-dire il y a une partie d'elles qui va pas bien du tout et puis une autre partie qui relativise, qui fait face. C'est très particulier en fait. C'est quand même pas facile, hein. Faut être capable d'encaisser ça et ça laisse pas indemne. Vous n'avez pas reçu de soutien de la part du président du Sénat, Gérard Larcher. Pourquoi ? Gérard Larcher ne m'a jamais écrit, jamais appelé. C'est un mystère, un grand mystère. Je pense qu'il faudra lui poser la question. J'avoue que ça me laisse quand même quelque chose de très désagréable au fond de moi. Je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. Je me suis toujours demandé, et mon équipe était assez
sidérée à l'époque. Quand quelque chose vous arrive, bon, vous avez quand même des personnes qui vous appellent, qui vous envoient des messages, qui vous écrivent des petits mots. Moi, j'ai des collègues qui m'ont écrit des mots plus que touchants, des collègues de l'opposition aussi qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Je les remercie profondément parce que ils ont eu vraiment une grandeur d'âme dans cette situation où moi j'étais dans une vulnérabilité extrême. C'est pour ça que j'ai beaucoup de considération sur cela, sur la capacité qu'ont eu certains de faire fi de leur parti politique. Voilà, ils ont été vraiment eux-mêmes humains. Ça, c'est beau d'ailleurs, et ça aide aussi à remonter. Et puis d'autres personnes qui, en fait, devraient avoir un réflexe de au moins se préoccuper de comment va la personne, voilà, un coup de fil, un petit message, même si ça venait ne serait-ce que d'un des collaborateurs de son cabinet à Gérard Larcher. Vous voyez, ça aurait été en tout cas apprécié. Et puis peut-être normal du fait de son statut de président de cette institution. Complètement. Je crois que c'est quand même inacceptable. Je pense qu'on peut dire ça. C'est presque irresponsable en vrai. Concernant Joël Guerriau, son groupe parlementaire avait promis d'engager une procédure disciplinaire en vue de son exclusion. Il n'a pas tenu sa promesse. Leur objectif, en fait, n'est pas des plus nobles en faisant ça. On est d'accord. C'est choquant, en fait. Vous voyez comment, en fait, comment on peut se satisfaire de ça. Vous voyez, c'est une sorte de maintien systémique de tolérance vis-à-vis finalement des violences. Et puis, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sur des sujets qui sont mis en avant, des petites phrases comme ça sur la présomption d'innocence, il faut quand même resituer les choses. C'est-à-dire que ce sénateur, Joël Guerriau, a été pris en flagrant délit de détention de drogue. C'est quand même avéré. Donc, rien que ça, déjà, comment ce groupe qui vote pour des lois, qui réfléchit, qui propose des amendements, peut en fait lutter contre les drogues, contre le trafic, et accepter en fait d'être complètement laxiste avec l'un d'eux qui en fait est un des premiers à détenir de la drogue en étant un élu de la République. Et comment vous expliquez ça ? C'est incompréhensible et c'est, je pense, inadmissible. Et ça nous dit des choses sur le fait qu'on maintient un système pour, on va dire, des causes, des objectifs qui sont loin d'être des objectifs vraiment éthiques. Ça questionne. Comment on peut avoir confiance après ? Comment on peut se dire fiable ? Vous mentionniez la présomption d'innocence, c'est quelque chose qu'on a pu vous dire. En fait, Joël Guerriau, on ne l'exclut pas parce qu'il n'a pas encore été jugé et vous comprenez, présomption d'innocence ? C'est ce qu'on dit tout le temps, non ? En fait, si vous voulez, il y a ce qu'est vraiment la présomption d'innocence dans le droit français, qui est quelque chose qui a tout à fait sa place. Sauf qu'il ne faut pas confondre, en fait. Vous voyez, on met la présomption d'innocence comme une excuse en disant, voilà, on ne fait rien. C'est pas ça, la présomption d'innocence. Il y a quand même une vraie, on va dire, clarté à avoir sur le pragmatisme des situations. Est-ce qu'on peut mettre en avant la présomption d'innocence quand on a été pris en flagrant délit ? Dans ces cas-là, on est en train de dire, tout simplement, qu'on ferme les yeux sur ce qu'ont fait ces policiers. Ils ont fait un travail formidable. Il faut quand même se rendre compte de ce que font, ne serait-ce que les gens qui vous reçoivent dans les commissariats,
Moi, j'ai eu la chance d'être reçue par 2 femmes qui ont été vraiment très bienveillantes. J'ai pu me confier à elles dans un état de vulnérabilité extrême, avec une fatigue, avec tout ce qui avait induit chez moi physiquement et psychologiquement l'épreuve que j'avais vécue. Et en fait, elles ont fait un travail formidable, elles ont eu une réactivité. Elles ont tout de suite fait ce qu'il faut, c'est-à-dire que moi, quand je leur ai dit que j'avais vu dans son appartement cette drogue, elles ont mobilisé, on va dire, tout un système. Et là, en fait, c'est comme si on leur disait, bah non, vous, on ne considère pas votre travail. C'est quand même très choquant. En 2025, vous déclarez que la soumission chimique est une urgence de santé publique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Dès le départ, je l'ai compris. Je l'ai compris grâce au personnel soignant de l'hôpital de la Riboisière, en fait. Là, ils m'ont dit, mais madame, voilà, presque réveillez-vous, hein, c'est une urgence de santé publique. C'est tous les jours, plusieurs par jour, des gens comme vous. Donc déjà là, je me suis dit, oh là là, il y a quand même un sérieux problème. Et après, je suis allée voir tous les spécialistes qui étudient la question, les experts toxicologues, les pharmacologues, l'association M'endors pas, ma rencontre avec Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, qui avec son association œuvrait déjà depuis de nombreux mois. J'ai compris très vite qu'il fallait faire quelque chose, mais vraiment de grand sur le sujet. Alors ça n'a pas été simple, j'ai réfléchi à savoir quel outil, en tant que députée, je pouvais de quel outil je pouvais me doter. Le plus logique pour moi me paraissait être une mission gouvernementale parce que ça mettait aussi le gouvernement en responsabilité. Ça n'a pas été simple d'obtenir cette mission. J'ai parfois aussi pleuré parce qu'on ne me l'a pas donnée comme ça. Il a fallu que je me batte pour prendre la parole dans l'hémicycle. On ne vous donne pas la parole comme ça. Je me souviens justement après la dissolution, pour récupérer la mission, j'appelais Caroline Darian un soir et je disais bah non, là ils veulent pas que je pose la question demain, il y a des sujets plus importants. Et elle me disait bats-toi. Et là j'ai appelé François Bayrou en fait parce que je me suis dit là il faut que j'aille voir plus haut. Donc j'ai appelé François Bayrou, je lui ai dit écoute François, c'est pas possible. Il m'a écoutée. En même temps, je sentais qu'il était tendu d'entendre ça et c'était compliqué pour lui de devoir taper du poing sur la table aussi et de prendre ma défense. Il savait que si je l'appelais, c'est que c'était grave, c'est qu'il y avait une urgence. C'est très important et ça me dépasse en tant que personne et je comprends tellement finalement les combats, les engagements de toutes les personnes dans la société sur ce sujet-là et sur le sujet des violences. Je voudrais vraiment vous dire une chose, c'est que j'ai eu quand même un homme politique qui était ministre à l'époque, quand je réclamais cette mission, qui m'a terrorisée et j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Il vous a terrorisé, c'est-à-dire ? En fait, il a fait en sorte de me faire peur pour pas que je continue à demander cette mission. Vous voyez, en fait, quelque part, même en fait, dans mon engagement, à un moment donné, voilà, j'ai ressenti qu'il y avait des gens qui voulaient me faire quelque part douter. Ce ministre, vous pouvez nous dire, c'était un garde des Sceaux ? Oui, bien sûr. Ce ministre, c'est Dupond-Moretti ? Oui, tout à fait. Je voulais à tout prix avoir cette mission gouvernementale, je voyais que ça n'avançait pas, donc je passe par d'abord le collaborateur d'Éric Dupond-Moretti. Je lui dis, voilà, moi je veux discuter avec toi, je veux discuter avec le ministre, je ne comprends pas pourquoi ça avance pas. J'avais demandé à l'équipe d'Attal à Matignon, mais ça n'avance pas. Une collaboratrice m'a dit, non, ça bloque au niveau du garde des Sceaux. Je lui dis, c'est quand même pas possible.
ce serait le premier qui devrait me soutenir. Donc moi, écoutez, j'étais quand même là, dans une situation où il fallait que j'aille quand même voir ce qu'il avait à me dire. Donc on organise ça. C'était dans la salle des conférences à côté de l'hémicycle. Son collaborateur commence à me parler, me met dans une ambiance un peu froide, un peu, voilà, c'est très compliqué, voilà, me fait comprendre que ce que je demande, c'est quand même impossible. Et puis après, Éric Dupond-Moretti arrive, commence à me dire ah, tu sais, j'étais au courant dès le départ de ce qui t'est arrivé. Puis commence à sourire, à rire. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous êtes comme ça à l'intérieur de vous, parce que vous portez un sujet sérieux et vous avez quelqu'un en face de vous qui rigole. C'est ça en fait. Vous voyez ? Et en même temps, en faisant semblant de ne pas m'écouter, et en me disant j'étais au courant tout de suite quand ça t'est arrivé. Dans les heures. Et en même temps en me disant tu ne me feras pas changer le code pénal. Donc vous voyez, en fait, tout ça, en fait, c'est sidérant. C'est-à-dire que je me dis, waouh, comment on peut oser ? De toute façon, qu'on soit bien d'accord, Éric Dupond-Moretti, c'est pareil. Lui, quand ça m'est arrivé, il ne m'a pas passé un coup de fil. Il ne m'a pas non plus envoyé de SMS, ni son cabinet. Voilà, il y a silence radio. Silence radio total. Donc, il y a des silences radio comme ça qui en disent long. C'est tout. Donc, c'est une gêne. Voilà, c'est des gens qui veulent préserver, on va dire, l'homéostasie de ce système. Ils ont certainement plein de raisons. Moi, je ne suis pas ni psychologue, ni sociologue. Il y a des gens qui ont étudié sérieusement les entraves, les freins, la fabrique quelque part du patriarcat et qui pourraient vous en parler mieux que moi. Moi, je vous dis juste ce que j'ai vécu dans une situation où effectivement, moi, petite députée, à côté d'un grand ministre, ça n'a pas été facile. Ce que j'ai vécu, c'est banal. On a certainement dit des choses comme ça à d'autres femmes qui ont voulu faire changer et faire bouger les lignes. Moi, c'est d'une banalité, c'est des pratiques. C'est des pratiques. Pourriez-vous nous parler de votre expérience de la politique en tant que femme ? Entrer en politique quand on est une femme, c'est particulier. C'est particulier parce que dans le ressenti, il y a quand même toujours comme de la suspicion, comme aussi une sorte de situation où finalement on n'est pas au bon endroit. On nous fait comprendre qu'on n'est pas au bon endroit parce qu'une femme, dans la société, on aime bien la voir à certains endroits. Dans une cuisine, derrière une table à repasser, avec ses enfants. Ça, c'est joli. Ça leur plaît, certains. Mais dans des instances de décision, dans un conseil municipal, ça, c'est pas toujours très bien perçu. Moi, je me rappelle, j'ai été élue pour la première fois en 2014 et j'avais un vieux monsieur de l'endroit où j'étais élue qui était venu me voir et qui m'avait dit voilà, vous n'avez rien à faire en politique, les femmes n'ont rien à faire en politique. Mais pourtant, c'était un notable, vous voyez, quelqu'un de très cortiqué. Donc, il y avait déjà, dans ma perception, quand même beaucoup de misogynie. Et puis, moi, j'ai été élue aussi à un moment où j'étais enceinte. Donc, j'ai aussi eu des remarques. Par exemple, quand j'étais à 2 doigts d'accoucher, on m'a dit « mais t'étais pas en commission ». Évidemment, j'ai été à la maternité. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même assez violent, je trouve. Et puis après, on va se servir de ça parce que, en fait, on induit presque une envie de vous rendre vulnérable. Et puis, c'est des petites remarques
Quand vous parlez une fois, ça va, dans une réunion, mais si vous reprenez la parole une seconde fois, on vous fait comprendre que vous avez déjà parlé une fois, donc ce serait bien que ça s'arrête. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Voilà, moi, mon propre père m'a pas encouragée à faire de la politique, par exemple. Au contraire, il m'a fortement, on va dire, encouragée à ne pas y aller. Vous voyez, et ma mère, elle, bah, elle n'était pas très rassurée non plus que j'aille en politique. Vous voyez, c'est tout un climat comme ça. Certains peuvent sourire aussi. Mon ex-conjoint, ça le faisait sourire. Vous voyez, j'avais même des personnes qui allaient voir mes enfants en leur disant votre maman, vous ne la verrez plus jamais parce qu'elle sera à l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu le climat dans lequel on peut aussi vivre. Faut aussi en parler de ça. Et puis après, donc, je me suis séparée parce que mon conjoint n'appréciait pas de me voir partir à l'Assemblée nationale et de se retrouver avec la charge des enfants. Donc ça a été difficile. Mes enfants me faisaient la tête quand je rentrais parce que mon conjoint leur disait voyez, elle est jamais là. En fait, lui, il se mettait en victime. Je suis tout seul à tout faire. C'est très compliqué. J'avais mon petit garçon qui était très petit qui me poussait quand je rentrais comme ça. Donc faut aussi se rendre compte de ça. Ça n'a pas été simple. Je pense que ce que je dis, c'est assez banal, parce que ça arrive à beaucoup d'autres femmes en politique. Oui, mais elles en parlent peu. Oui, mais je crois qu'il faut en parler de ça. Parce que c'est dur, parce que voilà, à plein de moments, j'ai senti qu'on a voulu me couper de mes enfants, vous voyez. Et mon ex-conjoint, lui, il était presque avec les lauriers, en fait. Oh, t'es courageux. Vous voyez, toute cette adversité, elle est venue aussi vraiment de proches, professionnels, même voilà, dans ma sphère familiale. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement qu'il y a aussi maintenant beaucoup de personnes dans la société qui comprennent l'importance d'avoir cet équilibre de représentativité, que les femmes, elles ont toute leur place et sur des sujets sur lesquels peut-être les hommes n'iraient pas, eh bien les femmes, elles osent y aller. Il y a beaucoup de sujets qui ont été portés par des collègues femmes, des sujets parfois un peu tabous. Moi-même, j'ai porté un sujet qui est l'accompagnement psychologique des couples confrontés à la fausse couche. Quand j'en ai parlé pour la première fois en réunion de groupe, on a entendu les mouches voler. Donc, vous voyez, c'est tout ça. J'aime ce côté finalement disruptif. Moi, je trouve que c'est important en politique et je comprends aussi quelque part les femmes qui, quelque part, ont peur de s'engager parce que ça amène de toute façon quelque part une perturbation dans leur vie. Ça vaut le coup de s'engager. Je pense qu'on a toujours besoin de soutien. Quand on s'engage, on a aussi des moments de grande vulnérabilité parce qu'on est jugé quand on s'engage au lieu d'être encouragé. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer, je pense. Diriez-vous que le monde politique est particulièrement propice aux violences sexistes et sexuelles ? C'est un monde très particulier. C'est un monde où certains osent tout. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très bien identifié par les sciences sociales, c'est le fameux syndrome d'hubris, de toute puissance qu'ont certains. Donc il n'y a pas de limite en fait. Et oui, je pense que c'est un milieu propice, la politique, mais je pense les milieux de pouvoir en général, ça peut être aussi dans les grandes entreprises, certains qui ont des pouvoirs dans les associations. À partir du moment où on touche un tout petit peu le pouvoir, les choses peuvent vite s'emballer. Moi, j'ai vu des collègues quelque part vraiment vriller. Vriller dans le sens se sentir tout puissant, surpuissant. Ça fait de la peine parce que c'est des gens, quand on les voit pour la première fois, quand ils arrivent en politique, eh bien, ils sont apparemment structurés, équilibrés, et puis au fur et à mesure du temps,
on voit qu'il y a en fait toute une partie qui est l'ego qui parle. En fait, dans ces moments-là, je pense que l'ego peut être notre pire ennemi, alors qu'il doit être, à mon sens, notre meilleur ami. Vous voyez, c'est compliqué parce que c'est aussi une perte de repère quand on voit des gens comme ça qui commencent à vriller. Faut se protéger aussi de ça. Moi, je me protège aussi de ça. J'essaie vraiment à mon niveau d'être la plus humble possible parce que j'apprends tous les jours des choses. Je n'ai absolument pas la science infuse. Je m'estime être toujours en formation. Ça me permet de garder les pieds sur terre. Que pensez-vous des 2 mandats d'Emmanuel Macron s'agissant de la lutte contre les VSS, qu'il a érigé par 2 fois en grande cause du quinquennat? Alors, moi j'y ai cru, hein. Moi j'y ai cru dès le départ, j'ai trouvé que c'était bien. Alors après, il faut regarder les actes. Bon, le fait qu'il ait voulu qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée, ça c'est bon. On a déjà gagné ça. Maintenant, il faut voir que c'est fragile parce qu'en 2017, si on regarde le pourcentage de femmes à l'Assemblée en 2017 et si on regarde le pourcentage en 2024, ça chute. Donc on est à peu près au même nombre en termes de pourcentage qu'au Sénat. Donc là, c'est pas bon. Donc bilan, pas terrible. Deuxièmement, oui, il y a eu des belles intentions, je pense. Il y a eu des belles intentions. Après, il faut une politique d'État, en fait. Il aurait fallu vraiment une politique d'État, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, si on regarde, par exemple, ne serait-ce qu'en Espagne, il y a une politique d'État. Et on a bien vu comment ça a presque révolutionné, en fait, le traitement, l'accompagnement des victimes, la lutte contre les violences. En fait, la réponse est une politique d'État. Et on n'en a pas. 96,3% de la population carcérale, c'est des hommes. Donc, je crois que le vrai sujet qu'on doit regarder, c'est quand même le coût de la virilité. Les violences sont extrêmement liées à cela. Moi, je travaille avec, par exemple, Lucille Pétavin, qui a des chiffres, qui a écrit un livre sur le coût de la virilité, comment la France et combien la France gagnerait si elle s'en emparait. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus. On veut encore nous faire croire que la violence, ça arrive de ci, de ça, la santé mentale de ci, de ça. Je crois qu'il faut qu'on regarde les vraies causes avec des chercheurs qui ont étudié, qui ont des données, qu'on s'y attelle et que les politiques décident avec les sciences. Parce qu'aujourd'hui, ils décident avec eux-mêmes ou avec leurs dogmes. C'est une grave erreur. On va droit dans le mur. Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.